Bienvenue dans Point de suspension. Je suis Léa Lejeune, journaliste économique et fondatrice du média Plan Cash. Vous écoutez Point de suspension, le podcast de l'Unédic, où je discute avec un ou une experte du futur du travail et du chômage. Dans ce nouvel épisode de la saison 6, nous allons parler de la révolution en cours, le développement de l'intelligence artificielle, et puis de son impact concret sur le travail, le marché du travail comme sur le quotidien. Pour discuter de cet enjeu, je reçois aujourd'hui Yann Ferguson, docteur en sociologie et spécialiste de l'IA à l'INRIA. Alors, l'INRIA, c'est l'Institut national de recherche en sciences et en technologie du numérique. Yann est aussi chercheur associé au CERTOP à Toulouse et responsable scientifique du Labor IA, en coopération avec le ministère du Travail. Vous travaillez sur les rapports entre les travailleurs et l'application de l'intelligence artificielle sur les transformations organisationnelles, professionnelles, sociales ou éthiques qu'elle produit. C'est une technologie qui fait encore peur aujourd'hui, sur laquelle on lit des discours alarmistes, autant que d'autres technosolutionnistes. Bonjour Yann Ferguson. Bonjour. Alors, l'impact de l'intelligence artificielle sur le marché du travail est-il aussi important que les premières études le laissent penser ? Faut-il avoir peur comme dans les études les plus alarmistes qui suggèrent que 47% des emplois sont menacés ? Alors effectivement, ce chiffre 47%, il commence à dater un peu, puisqu'il date de 2013. On a fêté les 10 ans de cette grande étude d'économistes d'Oxford qui annonçait que 47% des emplois américains se situaient, c'est comme ça qu'on dit dans notre jargon, dans une probabilité haute d'automatisation d'ici 10 à 20 ans. Donc ça, c'était les premiers travaux qui ont évidemment alarmé sur l'impact négatif de l'IA au travail, parce que si dans 20 ans, on a la moitié des emplois détruits par une technologie, on n'a pas du tout le temps de former, d'anticiper, d'accompagner tous ces métiers qui sont à probabilité haute de transformation. Pour autant, nous sommes à la moitié de cette prédiction et ce que l'on remarque, c'est qu'on est très très loin des chiffres annoncés. Et donc, ce que cela dit, c'est que c'est beaucoup plus difficile qu'on le croit d'intégrer ces solutions d'IA. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on a estimé ce chiffre, on était sur l'observation de solutions dans des laboratoires et on prédisait que la performance obtenue dans les laboratoires allait d'ici 10 à 20 ans se déployer dans les métiers. Et en fait, on a pris conscience que ce que l'on obtient en laboratoire est beaucoup plus difficile à déployer, je dirais, dans la vraie vie des organisations et des métiers. Donc, on se calme, on arrête de stresser et on met un terme à cette idée qu'on entend encore, chez les éditorialistes notamment, que l'IA va supplanter l'être humain et sa capacité de travail, un peu comme une créature de Frankenstein. Oui, tout à fait. Le syndrome de Frankenstein est une bonne référence, c'est-à-dire un moment où la créature se retourne contre les créateurs. Donc ça, c'est quelque chose qui est très marquant dans notre société occidentale, pas nécessairement d'ailleurs dans la société japonaise, par exemple, où les mythes ne formulent pas nécessairement cette finalité fatale qui est le retournement, mais voilà, il y a d'autres mythologies au Japon notamment qui atterrissent convergent vers d'autres scénarios, beaucoup plus sous l'angle de la coopération et de l'intégration de ces machines dans nos sociétés. Donc effectivement, il faut se calmer. Il faut être vigilant en même temps et désormais, on commence à avoir quelques éléments qui nous permettent de sortir de cette approche un peu spéculative qui consiste, encore une fois, à regarder ce qui se passe dans les labos et à prophétiser ce qui va se passer dans un avenir à court, moyen, long terme, mais plutôt de commencer à observer ce qui se passe dans les entreprises qui ont franchi le pas. Et à partir de là, on peut commencer à avoir des signaux faibles de ce qui va se passer progressivement. Ça prend beaucoup plus de temps qu'on le pense, malgré le fait qu'effectivement, on a ces discours à la fois alarmistes et en même temps, tous les jours, on a des news disant que l'IA a réalisé une performance exceptionnelle. Il faut savoir que dans les années 2010, l'IA qui marquait les esprits, en tout cas dans la communauté des observateurs de l'IA, c'était Watson. Et notamment, on évoquait beaucoup la performance de Watson et de sa technologie sur l'imagerie médicale. Et donc, on avait annoncé la fin des radiologues à très court terme. Aujourd'hui, les hôpitaux qui ont commencé à intégrer ces solutions sont sortis de l'idée qu'on pouvait remplacer les radiologues et sont beaucoup plus sur des assistants des radiologues pour les aider à prendre des meilleures décisions.
Alors comme vous dites, on écrit depuis longtemps sur l'IA, même si aujourd'hui ça devient plus concret. Dans vos travaux, vous avez compilé la lecture et les conclusions de plusieurs autres études de ces dernières années. Quels sont selon vous les métiers ou les types de métiers qui seront le plus impactés? Et est-ce que certains seront réellement complètement remplacés par des machines? Depuis 2013, on a fait un total retournement de ce qu'on pensait être les impacts principaux. Il faut savoir qu'en 2013, ce qui servait d'hypothèse très forte de départ, d'hypothèse ou de résultat, hein, c'était que la ligne de crête de l'intégration de l'IA, c'était l'idée de répétition. C'est-à-dire que l'IA allait chercher de façon assez classique la répétition. La différence avec les autres phases d'automatisation, c'est qu'elle allait chercher la répétition à la fois dans les métiers manuels et dans les métiers dits intellectuel. C'est-à-dire qu'on n'était plus sur une ligne de partage service-industrie, mais sur une ligne de partage routine-non-routine, avec des systèmes qui allaient, je dirais, s'emparer des routines. Et là, quand on regarde en 2023, les travaux montrent que l'IA a davantage progressé dans les années 2010, avant même l'IA générative, c'est-à-dire ce qu'on appelle communément ChatGPT, mais il y a d'autres formes d'IA générative, l'IA a davantage progressé sur les tâches cognitives de haut niveau non répétitives. Et donc, une fois qu'on a vu ces progrès, eh bien, ce que l'on annonce, c'est que les métiers les plus touchés ne seront pas les métiers qu'on annonçait en 2013, c'est-à-dire les métiers de la logistique, les métiers d'employés, les métiers de l'administration, tous ces métiers qui avaient une forme de répétabilité dont l'approche par les data allait pouvoir s'emparer, mais davantage des métiers de manager, de dirigeant et d'ingénieurs, hein, les trois métiers qui sont les plus touchés potentiellement par l'IA selon l'OCDE. Donc ce que cela dit, c'est un, ce n'est pas une révolution sectorielle et ce n'est pas une révolution hiérarchique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des secteurs fondamentalement plus touchés que d'autres et il n'y a pas des niveaux hiérarchiques fondamentalement plus touchés que d'autres. C'est une technologie d'application générale et il faut regarder tous les métiers. Deuxième chose que ça dit aussi, c'est que, je le répète, il faut être humble quand on analyse et quand on prophétise l'avenir du travail, parce que les études, d'une part, ne disent pas la même chose sur 10 ans, et d'autre part, sont très déterminées par les hypothèses méthodologiques de départ. Donc, quand vous avez un biais de méthodologie, ça vous ramène quand même une forme d'humilité dans, je dirais, les résultats et la robustesse des résultats que vous produisez. Ça ne veut pas dire que les études ne sont pas intéressantes, elles mobilisent beaucoup d'intelligence pour essayer de comprendre, il faut les regarder, mais il vaut mieux regarder comment elles sont construites que les chiffres sur lesquels elles atterrissent. Alors justement, sur la question des cadres, on est de moins en moins dans la question du remplacement. On a plutôt l'impression que l'IA est aujourd'hui une opportunité de s'améliorer. Est-ce que c'est la nouvelle révolution qui va apporter les gains de productivité à l'économie, dont certains gouvernements aspirent encore à ce que ça progresse? Et comment les cadres l'utilisent déjà? Comment ils vont l'utiliser dans leur métier au quotidien pour gagner du temps, être efficaces? On entend beaucoup de choses sur ChatGPT justement en ce moment. Oui, alors précisément sur l'IA, actuellement, on a deux trajectoires. On a la trajectoire qu'on appelle du cas d'usage, c'est-à-dire que vous avez une organisation qui identifie une opportunité d'usage de l'IA dans un métier, généralement pour des gains de productivité, mais ça peut être aussi pour des gains de qualité, des gains de performance. Et donc là, on va identifier ça et on va rentrer précisément dans le cas d'usage, c'est-à-dire déterminer quelle est la technologie la plus pertinente pour aller chercher les tâches qu'on a identifiées dans ce métier. Et puis ensuite, vous avez, depuis 2023, enfin fin 2022, une trajectoire très différente, ce que j'appelle non pas la corporate AI, hein, l'IA corporate, mais l'IA personnelle, c'est-à-dire l'import d'une solution grand public de type ChatGPT dans les métiers, qui se fait de manière beaucoup plus intuitive, beaucoup moins structurée et beaucoup plus masquée, hein. C'est-à-dire ce qui a été démontré par plusieurs études, c'est que les gens qui utilisent l'IA au travail, l'IA générative et ChatGPT au travail sont assez nombreux, hein, de l'ordre de 1 sur 5 à peu près, mais ne le disent pas. Voilà. Donc ça, c'est une deuxième chose. Donc il y a ces deux trajectoires qui vont converger en 2024 parce que les organisations vont essayer de créer des cas d'usage à partir de l'IA générative. Donc actuellement, on a ces deux trajectoires qui vont converger. Les métiers de type cadre, effectivement, on dit qu'ils vont gagner beaucoup en productivité, mais il faut savoir que ce sont des métiers qui n'ont pas réellement la culture de la productivité
aussi fortement que ce qu'il peut y avoir dans les métiers d'opérateur ou dans les métiers de bureau, où il y a une vraie mesure de la productivité. Je donne un exemple assez souvent. Lorsque je veux faire des enquêtes sur des entreprises qui ont intégré l'IA dans des métiers, généralement, la première phase, l'IA corporate, c'était plutôt des métiers d'opérateurs industriels. Eh bien, je passais quelques heures avec eux pour savoir un peu quelles étaient leurs motivations, quel type de fournisseurs ils sont allés chercher. Voilà, on passait du temps et c'était passionnant. Et puis après, je disais, bon, maintenant, j'aimerais bien aller rencontrer les opérateurs, ceux qui utilisent pour comprendre comment cette expérience de travail, elle est éventuellement transformée par l'introduction de l'IA. Et là, je vois les managers, leur visage se ferme et ils me disent, mais vous savez combien ça coûte une heure d'opérateur à l'entreprise? Je ne peux pas vous les libérer. Et là, je réfléchis dans ma tête, je me dis, mais oui, on peut peut-être savoir combien ça coûte, mais je fais l'hypothèse qu'ils sont quand même beaucoup moins payés que vous et on vient de passer 2 fois 3 heures à discuter ensemble. Et pourquoi? Parce que ce temps manager qui a été passé avec moi, lui n'est pas mesuré, il n'a pas de critères de productivité. On n'est pas comme sur les opérateurs ou sur certains travails de bureau où il y a une notion de cadence mesurée, mesurable, avec derrière des comparaisons de performance entre différents salariés. Donc oui, des gains de productivité, mais dans un métier qui n'a pas nécessairement une culture précise de la productivité. Et c'est là où ça va être intéressant de voir dans quelle mesure l'introduction de ces systèmes vient expliciter la notion de productivité dans ces métiers, sachant qu'il faut être vigilant aussi parce que on sait que la notion de productivité et le stress à la productivité, l'emprise du critère de la productivité sur le travail n'est pas nécessairement un facteur d'épanouissement et de satisfaction. Certes, on peut être fier d'avoir été productif, mais il faut avoir un équilibre avec la qualité du travail. Tout n'est pas dans la productivité, il faut aussi qu'il y ait la qualité du travail, et puis un équilibre avec d'autres aspects que le travail nous apporte, comme par exemple les relations humaines, comme par exemple le fait de faire partie d'un collectif de travail. Et on sait que historiquement, dans les métiers industriels, la quête de productivité a énormément fragilisé les collectifs de travail. Donc si les cadres sont aussi soumis désormais à des injonctions productivistes en lien notamment avec l'introduction de l'IA, il faudra regarder dans quelle mesure ça ne porte pas atteinte à leur qualité de vie au travail. Alors, vous avez utilisé un exemple concret du terrain. Ce qui est intéressant, c'est que votre recherche, votre enquête sociologique empirique porte sur ce que l'IA change dans une entreprise donnée. Donc, c'est un industriel français où vous avez observé les changements sur le terrain et surnommé tout simplement l'entreprise dans vos travaux. Quel comportement avez-vous observé chez les salariés et dans le management de leur côté? Alors, dans cet article auquel vous faites référence, on était dans les années 2016-2017 et le terrain d'étude était davantage, je dirais, représentationnel. C'est-à-dire que je travaillais avec des salariés qui n'avaient pas nécessairement l'introduction de l'IA dans leur métier, mais qui étaient potentiellement concernés par l'IA. Et justement, la RH qui les accompagnait voulait les préparer. Voilà. Et ce que l'on voyait chez eux, c'était que quelque part, une fois qu'ils avaient été acculturés à ce que c'était l'IA, première chose, la peur de l'IA disparaissait. Voilà, ça c'était une bonne chose. C'est-à-dire que la connaissance versus l'ignorance amène à des postures qui ne sont pas de l'ordre de l'émotion particulière. Voilà, ils vont basculer plutôt dans une vigilance. Voilà. Deuxième chose, ils étaient davantage prêts à envisager ce que j'appelle l'hypothèse robota. Il faut savoir que robot, le mot robot a été inventé en 1920 par un dramaturge tchèque qui s'appelle Karel Čapek. Et robota, ça veut dire travail forcé dans cette langue. Et donc, dans chacun de nos métiers, nous avons des travaux forcés. C'est-à-dire, en fait, des tâches qui nous engagent peu, ne relèvent pas de notre moteur, ne sont pas l'essence de ce qui nous motive dans notre activité. Et donc là, on se rend compte que dans ce cas-là, il y a un consensus assez large pour dire, oui, si l'IA peut me débarrasser de ces travaux forcés, eh bien, on est d'accord. Par contre, il y avait une réticence à intégrer l'IA dans le moteur professionnel, c'est-à-dire ce qui véritablement contribue à motiver le collaborateur dans son métier. Et là, il y a une volonté un peu de sanctuariser ces tâches et de ne pas mettre l'IA de peur que le moteur soit dégradé, en fait, ce qui me motive soit altéré. Typiquement, dans des terrains qu'on a étudiés dans le cadre du Laboria, lorsque effectivement l'IA vient dans le cœur métier, il y a plusieurs choses qui se manifestent. Il peut y avoir un déplacement du travailleur vers la vérification.
Voilà, et ça, on l'évoque beaucoup vis-à-vis de ChatGPT, des tâches de vérification. On va dire, l'opérateur doit vérifier la prédiction que le réalise le système. Il faut que le traducteur vienne vérifier la traduction que ChatGPT a réalisé de sa traduction. Il faut, pour amener la garantie. Et en fait, cette tâche de vérification, elle ne peut pas être confondue avec la tâche de production. Parce que quand on vérifie, le sentiment d'avoir produit quelque chose, d'avoir contribué, d'avoir réalisé une œuvre, qui est un des moteurs que la plupart des travailleurs ont emprunté à l'artiste, eh bien, est altéré. Je n'ai pas produit, je n'ai fait que vérifier ce qu'une machine a produit. Et ça, on va le trouver aussi chez les graphistes qui ont un moteur créatif très fort. Donc ça, ce sont des choses que l'on va repérer. Deuxième chose qui peut se passer, c'est lorsque il y a une demande de coopération entre le travailleur et le système. Le terme est assez discuté. Est-ce qu'on coopère ou est-ce qu'on interagit? Est-ce qu'on a une relation? Voilà, il y a tout un débat sémantique entre les experts pour savoir quelle est la bonne terminologie. Eh bien, il y a cette idée que oui, je veux bien, entre guillemets, coopérer avec ce système, mais ce système ne m'explique pas ce qu'il fait et je ne comprends pas comment il aboutit à ce résultat. Et notamment lorsque il produit un résultat qui va à l'encontre de mes propres observations, de mes propres analyses, je veux bien éventuellement le considérer, mais j'ai besoin qu'il m'explique pourquoi il en vient là. Et donc là, on va avoir quelque chose qui est compliqué parce que non seulement il faut décider et on n'a pas l'explication, mais en plus, seul le travailleur humain aura la responsabilité de la décision finale. Donc on va avoir un travailleur humain qui va être en situation de responsabilité, à qui on demande d'utiliser une machine, mais dont il ne comprend pas les moteurs. Voilà, donc ça, ce sont des situations qui peuvent arriver. Ce qui peut arriver aussi, c'est que le collaborateur, le travailleur, ne cherche pas nécessairement à connaître les motifs, mais il arrive très vite à un résultat satisfaisant grâce à ce système et il va s'en contenter. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un effet de contentement. Il va se contenter d'une solution satisfaisante, très vite obtenue. Par exemple, l'écriture d'un texte avec ChatGPT, sur lequel voilà, on corrige juste l'orthographe à la fin s'il reste une faute, et puis on s'en contente, on l'envoie sans créativité particulière. Sans créativité particulière et aussi parce que ça va aller chercher le moteur de l'économie d'énergie. Alors justement, comment on peut utiliser l'intelligence artificielle pour mieux travailler? Pour éviter la surcharge de travail, par exemple, ou pour faire ce que vous appelez l'employé augmenté? Alors, il y a plusieurs scénarios d'employés augmentés. Il y a l'augmentation précisément par séparation des tâches où on va confier à l'IA les tâches sur lesquelles elle est plus performante ou sur lesquelles on estime que les tâches sont à faible valeur ajoutée. Mhm. Et on va passer plus de temps sur les tâches à haute valeur ajoutée. Et l'idée, c'est que si on passe plus de temps sur les tâches à haute valeur ajoutée, on devient meilleur sur celles-ci. Donc ça, c'est une trajectoire. Il y a une forme d'augmentation justement par les bonnes configurations de coopération. Voilà. Et là, une des erreurs qui est souvent faite, c'est de considérer d'une part que cette bonne coopération sera liée à la bonne posture du travailleur et notamment, là, ce qu'on va évoquer, c'est le sens critique. Voilà. On va dire, il faut que le collaborateur, l'utilisateur maintienne son sens critique. On l'a beaucoup entendu avec ChatGPT. Mhm. Voilà. Et donc, on va dire, tout est du côté du collaborateur qui doit avoir le sens critique. L'autre chose, c'est qu'on peut dire, ça va passer par ce qu'on appelle l'UX design, c'est-à-dire l'interaction main-machine. Il faut que la manière qu'a la machine de communiquer son résultat ne soit pas trop oppressant. C'est-à-dire, par exemple, si c'est un système pour vous aider à recruter un candidat, est-ce qu'il doit nécessairement communiquer par des chiffres de matching? Parce que si j'ai un système qui me dit il y a 20% de match entre le candidat et l'offre ou il y a 98% de match entre le candidat et l'offre, cette manière de communiquer ne permet pas véritablement de venir challenger parce que c'est écrasant, quoi. Voilà, c'est écrasant. Oui, puis enlève l'aspect humain qui est quand même nécessaire dans un processus de recrutement RH. Oui, exactement. Et après, ça, c'est je dirais, la double limite. Ce que l'on occulte trop souvent, c'est la configuration organisationnelle. C'est-à-dire que parfois, on est anthropocentré, on dit c'est tout dans l'humain, dans le sens critique. Des fois, on est technocentré, c'est tout dans le design de la machine. Mais on ne voit pas le socio-centré. C'est-à-dire que Alors oui, c'est quoi le socio-centré? voilà, le socio-centré, c'est basé sur les situations sociales et notamment les situations socio-organisationnelles. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à un collaborateur de garder son esprit critique vis-à-vis de la machine si la culture de l'organisation est extrêmement verticale. Voilà. Si on est obligé de la fermer dès que le manager dit quelque chose et que c'est ça la culture de l'organisation, c'est qu'il y a des gens qui décident, il y a des gens qui obéissent, eh bien, il y a fort à parier que ce modèle de relation humaine soit projeté
par le collaborateur dans son usage de l'IA. C'est-à-dire que la machine dit ça, j'exécute. Donc si effectivement le soft skill, comme on dit, fondamental du collaborateur vis-à-vis de l'IA, c'est l'esprit critique, il faut accepter que cet esprit critique intègre l'éthos de l'organisation, c'est-à-dire la culture organisationnelle, qui va passer notamment par ce que j'appelle la cohabitation de deux intelligences empiriques, c'est-à-dire un humain qui a une intelligence basée sur son expérience, basée sur ce qu'il est, qui est effectivement une forme de biais, hein, comme on le dit, donc qui est quelque part imprévisible et qui est profondément lié à ce qu'il est, et une autre intelligence, qui est l'intelligence machinique, et avec l'IA, qui est elle aussi empirique, parce que basée sur des données et statistiques. Et en Voilà, apprentissage, et un normalement. apprentissage. Donc en fait, on a une configuration de deux intelligences empiriques. L'une, l'humain, qui est brillante avec très peu d'informations, parce qu'il va compenser le défaut d'information par une compréhension du monde. Mais par contre, quand il y a trop d'informations, c'est un peu dur pour nous les humains. Et l'autre, l'intelligence artificielle, plutôt brillante quand il y a beaucoup d'informations, mais excessivement mauvaise quand elle a peu d'informations, quand les informations sont de mauvaise qualité, parce que l'IA ne comprend pas le monde. Et donc l'enjeu, pour moi, du travailleur augmenté, c'est la convergence, la capacité à manager cette situation où on a une généralisation de l'intelligence empirique, mais de nature différente. Alors, dans un de vos textes, vous parlez de réhumaniser l'emploi. Donc, l'idée, ce serait peut-être de séparer, de ne plus avoir à faire toutes les tâches automatisées. Est-ce qu'on pourrait revenir sur les principes du Taylorisme? Est-ce qu'on pourrait changer l'usine, l'automatisation grâce à l'intelligence artificielle? Ça, c'est quelque chose qui a émergé dès les prémices, hein, de l'IA, mais qui n'est pas inhérente d'ailleurs à l'IA, hein. C'est-à-dire que lorsque il y avait des révolutions machiniques dans les usines, on disait bah, finalement, travailler à l'usine, c'est dur, le corps s'use, les tâches répétitives, ça génère des troubles musculo-squelettiques. Donc les machines, quelque part, vont soulager cette douleur physique, hein, qu'il y avait dans le travail. Et là, bah, on va dire surtout que bah, si l'IA va chercher la répétition, bah, la répétition, c'est ce qui relève de la machine. Voilà. C'est ce qui relève de la machine. Et ça, je vais revenir un peu à la pièce de Karel Capek avec l'homo robot, hein. Il faut savoir que la pièce raconte l'histoire d'une usine qui s'appelle Rour, qui crée des robots humanoïdes et qui ressemble à s'y méprendre à des humains. Et pour justement éviter, d'une part, qu'on ne parvienne pas à distinguer l'humain de la machine, mais aussi que les robots soient les plus productifs possibles, on leur a retiré des choses, non seulement qu'on trouve spécifiquement humaines, mais qui sont inutiles pour la productivité. Donc on leur a retiré, par exemple, le goût pour la musique, l'envie de faire des promenades ou les souvenirs d'enfance. Voilà, ils n'ont pas ça. Voilà, on estime que ça, c'est trop humain et que ça ne sert à rien pour être productif. Donc en fait, l'idée qu'il y a derrière, c'est que la machine, elle vient désautomatiser l'humain. C'est-à-dire qu'elle vient retirer ce que Taylor, sur ce que différents protocoles de travail ont mis en nous, c'est-à-dire on fait de nous des robots. Voilà. Et c'est intéressant parce que derrière, il y a une forme de critique politique de la façon dont on a transformé le travail. C'est-à-dire le travail qui, depuis le 19e siècle, ce qui est assez récent, est devenu une activité qui est supposée contribuer à l'épanouissement de soi et à l'identité personnelle. Et bien finalement, le travail, par cette automatisation, c'est-à-dire le fait qu'on nous demande de faire des tâches qui nous assimilent à des robots, ne nous permettent pas de nous réaliser et ne nous permettent pas de développer notre individualité, parce que par essence, le robot est supposé ne pas avoir d'individualité. Et donc, il y avait cette idée que l'IA allait prendre toutes ces tâches qui avaient fait de nous des machines et nous permettrait de nous concentrer sur le proprement humain. Et donc, le proprement humain, qu'est-ce que c'était, hein? Enfin, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont souvent ces tâches qui, soit ne peuvent pas être réalisées à un niveau satisfaisant par des machines, soit ne suffit pas assez d'adoption par les humains pour que les machines les fassent. Alors, généralement, on les met au nombre de 3. Il y a tout ce qui est l'engagement du corps dans des environnements complexes, c'est-à-dire des tâches artisanales. Bah là, on va dire, ça c'est proprement humain, notamment parce que la machine, on ne sait pas du tout le faire. Voilà. Deuxième chose, la notion de créativité au sens très large et aussi l'intelligence collective va relever du proprement humain. Et puis derrière, on évoque beaucoup aussi les interactions sociales en disant que finalement, plus un métier mobilise l'humain, le soin à l'autre, l'empathie, la captation des émotions, la compréhension des émotions, et moins on va mettre des machines, notamment parce qu'on a un problème d'acceptabilité par rapport à ça. Mais en fait, on se rend compte que ces catégories ne sont pas figées
et que on est très tenté de mettre des machines aussi dans ces catégories. Et ce qu'il y a actuellement, c'est qu'il y a un discours sur ce que c'est l'humain au travail. Il y a un momentum anthropologique qui accompagne le momentum technologique, qui est un effet de révélation de ce que c'est le travail. Et quand j'interviens dans des organisations ou quand j'observe l'intégration de l'IA au travail, il y a un moment toujours qui est intéressant, c'est que on a un fournisseur qui vient avec un système, on a un manager qui est persuadé que ce système peut faire plein de choses dans un métier, et petit à petit, celui qui fait ce métier décrit ce qu'il est en train de faire. Lui-même a un effet de révélation, c'est-à-dire que dans cette situation-là, il décrit des choses qu'il ne pensait pas faire. Hein, ça, c'est ce qu'on appelle the tacit dimension. Hein, les gens n'ont pas conscience de ce qu'ils font vraiment au travail. Et puis le manager a un effet de révélation sur ce que les gens font vraiment. Et puis on voit le fournisseur qui petit à petit blanchit un peu, hein, et il se dit ouh là là, mon système il va pas être capable de faire tout ça. Voilà. Et donc on a un effet de révélation sur ce que les gens font vraiment au travail et sur la richesse de ce qu'ils font au travail. Alors ça, c'était pour un aspect un peu plus philosophique. Maintenant, parlons du marché du travail, de l'offre et de la demande. Par exemple, dans l'imaginaire commun, l'IA renvoie à l'idée de la fin du travail. Comment est-ce qu'on pourrait former ou réorienter les travailleurs pour éviter des licenciements de masse dans des secteurs qui seraient plus touchés, où l'IA serait plus utilisée? Alors, première chose, hein, je reviens à ce que j'ai dit. Aujourd'hui, nous ne travaillons pas sur des hypothèses de destruction massive d'emplois. Nous travaillons davantage sur les hypothèses de transformation massive d'emplois. Mais ça implique quand même une forme de réorientation des travailleurs, de formation. Ça ne remet J'imagine. pas en cause l'intérêt de votre question, absolument pas. Effectivement, si un métier est profondément transformé, hein, pour nous, un métier profondément transformé, c'est un métier dont on pense que 50% des tâches au moins pourraient être réalisées de manière plus efficace, égale ou plus efficiente, c'est-à-dire plus économique par l'IA, voilà, ou plusieurs applications de l'IA. Donc ça veut dire que finalement, si c'est meilleur, égal ou moins cher, ça peut être trois facteurs qui vont donc justifier l'automatisation ou en tout cas l'intégration de l'IA dans un métier pour faire telle tâche, telle tâche, telle tâche. Donc si j'ai voulu, ce qu'il convient de faire d'abord, c'est de regarder quelle est la nature du déplacement de la valeur du travailleur. Est-ce que le métier est rendu, par exemple, plus facile? Ce qui a été constaté notamment dans 2 études importantes de l'année dernière, hein, mai 2023 et septembre 2023, l'une chez des téléopérateurs, l'autre chez des consultants. Il a été remarqué que l'intégration de l'IA générative dans ces 2 métiers avait un effet d'accélération des courbes d'apprentissage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les nouveaux, les pas bons ou les moyens s'approchent davantage des performances des bons. Voilà, plus vite ou davantage. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'une part que c'est plutôt profitable aux nouveaux entrants, qui peut être vécu positivement, mais qui par contre fragilise l'expertise. Et l'expertise, c'est très important parce que c'est ce qui permet à quelqu'un d'avoir une carrière professionnelle, c'est-à-dire de pouvoir progresser. Voilà, on veut non seulement avoir un bon boulot, mais on veut progresser en difficulté, en responsabilité et aussi en rémunération. Donc, si jamais ça a un impact, un effet de facilitation du métier, ça peut être intéressant pour des gens qui ont des difficultés pour entrer sur le marché du travail, mais c'est beaucoup moins intéressant pour les gens qui ont construit une position sociale et professionnelle prestigieuse qui leur permet d'en tirer avantage. Donc ça, c'est un premier niveau d'observation. Et ça, il faut un peu le cartographier, ça. Pour quel métier, c'est ça qui se passe. L'autre chose, le travail peut être rendu plus difficile. C'est-à-dire si l'IA vient chercher les tâches les plus simples, eh bien, le métier devient plus difficile. Et là, le sujet, c'est de savoir comment on accompagne des gens vers la complexification de leur métier. Tous les gens sont-ils capables de passer un plein temps sur un métier qui, à plein temps, a des tâches complexes? Voilà. Et il y a aussi la question des conditions de travail. C'est-à-dire, est-ce que c'est tenable, est-ce que c'est soutenable de passer 24 heures sur 24, enfin pas 24 heures sur 24, mais toute la journée de Ouais, travail, mais on aime bien les petits moments de repos, quoi. voilà, sur des tâches complexes sans avoir de respiration dans des tâches plus simples, etc. Donc, il y a cet effet qu'il va falloir aller regarder. Et pour ça, il faut aller regarder les métiers et il faut aller regarder, je dirais, comment le curseur du travail et de la valeur du travail se déplace pour effectivement ensuite en déterminer des stratégies de formation initiale et ou de formation professionnelle. Alors, autre sujet emploi qui concerne cette fois l'appariement, parce qu'ici on est dans le podcast de l'UNEDIC, c'est est-ce que l'IA peut avoir un rôle à jouer pour faire matcher les offres d'emploi et les bons candidats?
en prenant d'autres critères que ceux présentés sur un CV, en faisant un traitement des bases de données que, par exemple, l'humain n'a pas l'habitude ou ne sait pas faire. Est-ce qu'il y a un rôle là-dessus? Alors non seulement il y a un rôle, mais ce rôle, énormément de fournisseurs s'en sont emparés, hein. Il y a plusieurs enjeux, hein, dans les RH. Il y a dans le recrutement, il y a le fait de recruter le candidat le plus adapté à notre poste. Et puis il y a aussi la chasse des talents, hein, aller chercher les profils rares. Il y en a un troisième, c'est lorsque vous avez plutôt des profils massifs. C'est-à-dire quand vous avez énormément de candidats ou quand vous recrutez énormément, vous avez des énormes volumes et qu'en face, vous n'avez pas les RH en capacité d'absorber ces volumes. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que si jamais il y a une telle offre, au-delà de ces enjeux que je viens d'évoquer, c'est que on considère, enfin, en tout cas les fournisseurs de ces systèmes et la recherche, notamment en psychologie cognitive, a largement démontré notre très grande faiblesse en tant que recruteur. Voilà. Pour le dire simplement, nous sommes nuls pour recruter. Parce qu'avec un certain nombre de biais cognitifs, etc., nous cherchons des gens qui nous ressemblent. Nous sommes influencés par l'effet de halo, c'est-à-dire un ou deux critères très positifs qui vont nous faire penser que la personne est positive dans l'ensemble. Exactement, l'effet de halo, le biais de ressemblance, Ouais. c'est-à-dire que lorsque très vite vous avez le sentiment que le candidat vous ressemble pour des critères objectifs ou, comme le fait qu'il ait eu le même diplôme que vous ou qu'il soit né dans la même ville que vous, qu'il ait fait la même école ou des critères subjectifs, c'est-à-dire que très vite vous sentez une affinité. Ce qu'on remarque, c'est que les recruteurs ne sont plus dans une logique de challenge, mais ils sont dans une logique de séduction. Donc ça, c'est des choses qui sont très fortes. Et puis, par ailleurs, non seulement nous sommes des mauvais recruteurs sur le plan de la justesse, c'est-à-dire nous nous trompons dans les candidats, mais aussi sur le plan de la justice, c'est-à-dire que nous discriminons entre les femmes et les hommes, entre les personnes souffrant entre les personnes De avec les personnes handicap, de entre les handicap, voilà, personnes venant donc les de... personnes de Oui. couleur, etc. Enfin voilà, envers les minorités. Donc nous ne sommes pas justes sur le plan de la justesse et de la justice. Et donc la promesse de ces systèmes, c'est de dire que finalement l'IA, elle, ne va s'occuper que des compétences. Voilà, et rien que les compétences. Donc, elle sera doublement plus juste sur la justesse et la justice. Mais on n'y est pas encore, parce que sur les premières recherches et les premiers résultats, on a l'impression que les IA ont été entraînés sur des modèles humains et donc ont été entraînés à reproduire les biais dont on vient de parler. Bien exactement, c'est-à-dire qu'il y a deux formes de biais qui vont venir, je dirais, contrarier cette promesse. Le premier biais, c'est ce qu'on va appeler les biais explicites qui sont liés à la nature socio-culturelle des concepteurs des systèmes. Les concepteurs des systèmes vont lui définir des objectifs et des conditions pour atteindre ces objectifs qui ne sont rien d'autre que le reflet de leur propre représentation. C'est-à-dire, ce sont des opinions embarquées dans le code. C'est une très célèbre data scientist qui s'appelle Cathy O'Neill, hein, qui l'a dit de cette façon-là. Les algorithmes sont des opinions embarquées dans le code. Deuxième chose, les biais implicites, ce sont ceux auxquels vous faites référence, sont ceux contenus dans les données d'entraînement. Et ces données d'entraînement ne sont rien d'autre que le reflet de nos choix passés. Voilà. Donc, on a à la fois un système qui a été conçu par une communauté qui est pleine de biais, qui est généralement une communauté d'hommes blancs, très diplômés et de moins de 40 ans. Voilà, en gros, hein. Et puis, des systèmes qui s'entraînent sur nos choix du passé qui sont loin d'être à la hauteur de nos idéaux de justice. Voilà. Mais par contre, ce qu'on reconnaît aujourd'hui, hein, c'est que ces systèmes, même si on a le problème de la boîte noire, etc., peuvent être corrigés. Alors que ça a été démontré notamment par Daniel Kahneman, hein, le grand chercheur sur les biais cognitifs, que les biais cognitifs humains ne peuvent pas être corrigés à l'échelle individuelle. En lui explicitant ses propres biais, il va les reproduire. Donc, si vous voulez débiaiser un jugement humain, il faut, première chose, créer un collectif équilibré et deuxième chose, créer une procédure structurée qui va permettre d'éviter de contaminer le jugement par l'intuition. Et c'est là que l'IA peut nous aider. Alors, vous avez évoqué le sexisme. Parlons maintenant de l'impact sur l'emploi des femmes. J'ai lu deux rapports de 2023 et 2022, un de Goldman Sachs et un de McKinsey, qui disaient que l'IA aurait un impact beaucoup plus fort sur les métiers de bureau, ceux donc à prédominance féminine, d'employés de bureau, les moins diplômés, peut-être les plus statiques, avec une partie un peu de care, de clientèle, qui est pour l'instant plutôt sous-valorisée. Est-ce que vous constatez la même chose? J'ai pas l'impression, étant donné ce que vous venez de partager, et comment lutter contre ces problèmes-là? Alors,
Très vite, le sujet de l'impact sur les femmes s'est posé, notamment parce que les premières études ont effectivement évoqué cette cible particulièrement exposée, qui étaient les employés de services et plus globalement, ce qu'on appelle la fragilisation des emplois solides de classe moyenne. Hein, c'est-à-dire ceux qui vont chercher des niveaux de diplôme non pas extrêmement faibles, non pas extrêmement élevés, mais moyens, voilà, et qui permettent d'accéder par concours, par exemple, à un boulot d'employé. Donc ça, c'était, je dirais, les dernières études. Et donc, très vite, on s'est dit, bah, qui fait ça? Beaucoup les femmes. Oui, plutôt les femmes, surreprésentation et donc impact spécifique. Voilà, donc ça, c'était les premières choses. Mais effectivement, maintenant que l'on évoque davantage des impacts sur les tâches cognitives de haut niveau non répétitives et que on montre que les plus hauts niveaux de match sont sur les dirigeants, les managers et les ingénieurs, bah là, on se rend compte que le taux de féminisation de ces 3 fonctions est beaucoup plus faible, et donc l'exposition est plus faible. Maintenant, bah, la question, qui se soulève, c'est dans quelle mesure l'IA va être considérée comme des systèmes d'aide à la décision, auquel cas on n'a pas une menace sur l'emploi, et d'autres sur des possibilités d'automatisation, auquel cas là on a une menace sur l'emploi. Et on peut faire effectivement l'hypothèse que l'aide à la décision sera du côté des dirigeants et les tentatives d'automatisation seront du côté des employés. Ok, alors on a fait le tour de ces questions-là, mais finalement, si on fait le bilan en une phrase ou deux avec les informations actuelles, Si on devait dire quelque chose d'objectivement négatif et qui est très peu présent dans les discussions et qui pourtant doit être présent dans le travail parce que toutes les entreprises ont pris le sujet à bras le corps, c'est l'impact écologique. Et on ne peut pas délier le travail de son impact écologique. donc l'IA va nous aider à consommer encore plus. Merci Yann Ferguson pour ces pistes de réflexion hors des sentiers battus. Merci. C'était Point de suspension, le podcast de l'Unédic, et rendez-vous très bientôt pour une nouvelle interview.